Je m'appelle Nina Dos Santos, je suis une présentatrice et correspondante à CNN à Londres. Mon titre actuel, c'est Europe Editor, donc je m'occupe de l'Europe, de matières économiques et financières, et aussi de la politique internationale, surtout pour ce qui concerne le monde du commerce. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler, pendant cette prochaine heure, de ce thème: les institutions internationales sont-elles disqualifiées? Parmi nos intervenants aujourd'hui, Pascal Lamy, comme vous pourrez reconnaître, le professeur éméritus à l'Institut Jacques Delors, mais probablement comme moi, vous lui connaissez mieux comme l'ex-directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, où il a passé une douzaine d'années, 2 termes consécutifs. Benoît Cœuré, membre de la comité exécutif de la Banque centrale européenne à Francfort. Caroline Atkinson, l'ex-chef du Policy Unit à Google, qui a aussi passé plusieurs années dans le White House, dans la Maison-Blanche, à l'époque du président Obama. Elle a aussi travaillé pour la Banque centrale en Angleterre et le FMI. Nous avons aussi Luis Pereira da Silva, qui est le député directeur général pour le Bank of International Settlements, qui est la banque internationale des règlements internationaux, mais il a été aussi l'ex-gouverneur adjoint de la Banque du Brésil, éduqué ici en français, qui parle un français très très courant, et Laurence Boone, que vous connaissez comme chef économiste au OECD. Donc je vais demander à Laurence Boone de nous présenter et contextualiser ce thème aujourd'hui, comment elle voit ces institutions multilatéraux aujourd'hui. Merci. Merci Nina. Ne vous demandez pas pourquoi je fais l'égyptienne de profil, il y a une porte de placard ici, donc je ne peux pas me mettre de face, ce qui est un peu ennuyeux. Alors j'avais une blague volée à Pascal Lamy sur les organisations internationales, mais en fait je vais lui en laisser l'ownership et il vous la fera peut-être lui-même tout à l'heure. Du coup, je me suis dit, j'allais chercher ce que c'était une organisation internationale dans le dictionnaire. Donc, ce sont des instances qui s'occupent de problèmes communs, qui demandent une organisation commune. Et le fait est qu'elles sont créées au XIXe siècle. On croit tous que c'est Bretton Woods, mais c'est beaucoup plus vieux que ça. Et la première organisation internationale, vous serez content d'apprendre que c'est l'Union internationale du télégramme en 1865, qui est devenue l'Union postale universelle en 1874. Évidemment, en fait, ça illustre assez bien que des organisations internationales, elles sont régionales, elles sont universelles, elles sont sectorielles, elles sont généralistes, elles couvrent à peu près tout, du commerce à la finance, à la santé, au travail, et Pascal vous le dira, aux toilettes, et au développement. Donc, ça gère la mondialisation. Et alors après, on se dit, qui s'inquiète de la mondialisation? Il y a un sondage assez récent qui a été fait, qui demande à vous, aux personnes, avez-vous déjà entendu parler de mondialisation? À ma grande surprise, 39% des Luxembourgeois n'ont jamais entendu parler de mondialisation, 38% des Britanniques, 23% des Européens non plus, mais seulement 14% des Français. La question subsidiaire, évidemment, c'était c'est quoi la mondialisation, et c'est le sujet sur lequel on va se pencher aujourd'hui. À mon sens, il y a 3 choses qui font que la mondialisation a changé par rapport à celle qui a été construite après la Seconde Guerre mondiale avec les institutions de Bretton Woods. D'abord, il y a la géographie. À l'époque, on avait 2 superpuissances. Aujourd'hui, on a plein de gros pays importants. La Chine, l'Inde, le Brésil, et ils n'ont pas tous envie de rentrer dans notre système de gouvernance mondiale. Ensuite, les priorités. On est passé de la poste universelle au télégramme, au climat, au déplacement des populations, à la nourriture, à la santé, à la protection des ressources, à la stabilité financière et bien sûr aujourd'hui, les données, les nouvelles technologies, qu'est-ce que ça veut dire pour l'emploi. Et c'est là-dessus, en fait, ça va être le fil conducteur de nos intervenants aujourd'hui. En quoi est-ce que l'innovation, la transformation numérique, le climat bouleverse la mondialisation? D'abord parce que c'est plus l'innovation technologique qui détruit et déplace les emplois que l'ouverture des échanges.
Ensuite, parce qu'aujourd'hui, on n'utilise plus l'union postale universelle, mais on échange avec des WhatsApp, des Instagram, des Telegram ou Amazon. Ensuite, parce que ça pose plein de problèmes à des organisations internationales ou régionales très pratiques, comme la banque, par exemple, des règlements internationaux, puisque que valent les banques centrales quand l'euro et le dollar risquent de céder leur place au Libra ou au Bitcoin? Et puis, qui s'occupe de la réglementation de la circulation internationale des données et qui gère la concurrence des GAFA au niveau mondial? Donc il y a 4 questions auxquelles j'ai demandé aux intervenants de répondre, et comme vous les connaissez, évidemment, ils ne répondront pas à ces questions, mais nous essaierons de les ramener néanmoins sur le sujet. Les données, la finance, les échanges commerciaux et les investissements, et puis la géographie. Alors, très brièvement, sur les données, les questions qu'on se pose sont bien sûr créées par le fait qu'il n'y a pas de régulation juridique sur la propriété et l'utilisation des données internationales. C'est très différent aux États-Unis. On a laissé l'entière propriété sous le contrôle de Caroline aux entreprises, alors qu'en Europe, on a une directive RGDP. Mais si je fais un sondage pour savoir qui a lu le règlement RGPD avant de cliquer sur « Oui, j'accepte » dans la salle, 2, 3, 4, ok, moins de 10. C'est pas beaucoup. Donc, est-ce qu'on sait faire une réglementation internationale des données? Est-ce que c'est important? Quelle organisation internationale peut aussi réguler le monopole mondial de certaines GAFA? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est la finance. Évidemment, le dollar domine les échanges commerciaux mondiaux à 70%. Il domine les réserves des États. Et c'est une source majeure d'instabilité de savoir qui peut fournir de la liquidité en dollars pour assurer les besoins du commerce ou pour essayer d'éviter les fluctuations de capitaux vers ou en dehors des pays émergents. Est-ce que c'est la responsabilité des États-Unis si c'est le dollar? Est-ce que c'est celle du FMI, alors qu'on sait que les pays émergents ont construit plein de réserves pour ne plus jamais avoir affaire au FMI? Est-ce qu'il faut, créer un réseau international ou intergouvernemental de banques centrales? Quel est le rôle du FMI dans ce nouveau système? Est-ce qu'on peut avoir une autre autorité quand il y a une concurrence monétaire entre les monnaies électroniques, le dollar, voire l'euro? Et puis surtout, ça veut dire quoi pour la stabilité financière? On a tous le souvenir de la crise de 2008-2009, et c'est quand même un problème. Ensuite, il y a les échanges commerciaux et les investissements. Alors là, je pourrais faire une liste à la Prévert des problèmes, donc je vais essayer d'être courte, surtout que je pense que beaucoup des intervenants vont en parler. D'abord, il y a la question des transferts de technologie, des règles de propriété industrielle, intellectuelle. Est-ce que ça protège plus les entreprises aujourd'hui ou est-ce que ça leur crée des rentes? Est-ce qu'on ne doit pas les revisiter? Il y a bien évidemment le rejet de tous ces échanges par la population, qui a vu des pans entiers d'industries qui étaient des territoires et les laisser sans emploi et parfois en tous les cas avec une perception qu'ils n'auraient pas d'avenir. Il y a de nouvelles demandes aussi de standards sociaux, environnementaux. On le voit par exemple avec le débat sur l'accord avec le Mercosur. Et voilà, quel type d'accords commerciaux, de réglementation des investissements on peut imaginer quand on a aussi des pays avec des individus qui ont des aspirations différentes sur le social ou sur l'environnemental ou même sur la sécurité. Et le dernier point, c'est cette géographie économique avec des pays émergents qui ont du mal à trouver une place dans l'ordre qui a été construit en fait quand ils n'étaient pas puissants, quand ils étaient vraiment en développement. Et ce qui est intéressant quand on est dans des instances internationales comme le G20, comme a pu y être Caroline avec moi, c'est qu'en fait on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément envie de rentrer dans cette gouvernance qui n'a pas été faite pour eux. Ils ont souvent envie de bloquer des choses, ils n'ont pas forcément envie de construire des choses, en tous les cas pas dans ce cadre-là. Et peut-être parfois à côté, c'était le cas de la Banque asiatique d'investissement en infrastructure. Donc comment est-ce qu'on fait pour en fait embarquer les émergents ou pour peut-être plus les écouter et réfléchir effectivement d'une façon pacifiée à tous ces flux, qui soient de données, de commerce, de personnes aussi, au changement climatique et puis tout simplement à la volonté de quelque chose qui serait une vie meilleure. Je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je montre l'exemple et j'ai écoulé mon temps de parole et je vais laisser la parole à Caroline. Par
Thank you very much, Laurence. So first of all, my apologies because I need to speak in English. My French is really not good enough. And I'm surrounded by people who are very multilateral and polyglots, so I feel even worse. I'm just going to make 4 points building off what Laurence has said. And remembering our title, which was International Organizations, Have They Failed? So my view is that international organizations are only as good or as bad as their political masters. In the end, they have to live within the constraints of the support of those that set them up and those that are governing them. Skilled leaders, skilled leadership, and we have some examples, including in particular, I may say, from France, and we see Christine Lagarde, but from others as well. Skilled leaders of these international institutions can make a difference. They can guide policies. They can persuade their executive board, which is the representatives of governments, to move in a certain direction. But in the end, they are really constrained by politics. And in a way, that's as it should be. The second point is that I broadly think that they have not failed in that at least the Bretton Woods institutions, many of the institutions that we think of, were set up after the Second World War basically to help to support peace and raise living standards. Well, we don't have peace everywhere in the world, but we've had peace in Europe. We haven't had a World War III, and we have had an enormous increase in living standards in the West, as well as obviously in emerging markets. However, there are two really big challenges that I think they did not respond to as well as they should have done. And the first is that the global financial crisis, the immediate response was very effective. But beyond that, the international organizations did not really argue strongly for the kinds of transition measures that you needed for countries that were, for individuals and communities and geographies that were being hurt by globalization. And they also kind of went along with austerity policies that were very instrumental in prolonging the euro crisis here, and also in the United States, even though you know, I worked with President Obama, but the recovery in the United States was still slow and insufficient. And that cost of insecurity and economic insecurity, I think, has been a major contributor to what we have seen of rejection of globalization and the onrush of populism. The second thing is, as Laurence mentioned, the world has changed. It's not bipolar, it's not unipolar, it's multipolar. And in particular, the rise of China is a challenge to militarily, security, and the notion of what should politics be about. And the international organizations, again, held back by their political masters, did not really manage to incorporate that. And honestly, it was Europe that has held back, giving more space to, in particular, China and East Asia, more of a voice within the IMF, the World Bank, and so on. However, thirdly, there are informal groupings of countries. The G7, of course, began as the G5 here in France to deal with what felt like a global problem. It was actually just the advanced countries then. It expanded to be the G20. And yes, Laurence is right that you can feel a bit of a north-south tension in G20 meetings, but the G20 has managed to address all sorts of different issues, from Ebola to climate change to speeding along some support for the trade negotiations, a lot of difficult issues that can't be dealt with very successfully in formal settings, in formal negotiations like in the WTO, sorry, Pascal, have been pushed along within these informal settings where China has a seat, Brazil has a seat, their voice is just as important as France or the United States. Finally, on the private sector,
I worked at Google at a time when, beginning at the end of 2015, when in the United States, tech companies were admired, adored, supported, and they felt the world was possible. The world was their oyster. Everything was possible. Things were only going to get better, and they would contribute to that. I was asked by one of the panelists, well, do people in the GAFA believe that the world, the internet, will become united between China and the rest of the world or the United States? And I think that things have changed. We were remembering a couple of years ago, Mark Zuckerberg of Facebook was learning Mandarin, running through Tiananmen Square, a clear pitch for Facebook to be established in China. When I was at Google, there was quite a lot of envy of that, of his meetings, and also a big interest in reestablishing in China. But things have shifted. Partly in the United States, there's much more concern about China now than there had been then, and partly the Chinese regime has changed. My last point on data, it's not just tech companies. Banks, financial institutions obviously have a lot of our data. So do, in the future, automobile manufacturers. They will know, with the Internet of Things, where people are. Stores have a lot of information. There's a lot of little cameras as you go into a store. A lot of them now see where you stop, where you go on, where you buy something. And finally, governments have a lot of data. And I find it, we all have different preferences. But in the United Kingdom, for example, where I grew up, everybody's moves, more or less everywhere, are witnessed through CCTV. And that, to me, is more scary than the fact that I accept on all sorts of private sector things. But there may be cultural differences. Just like in Europe, you don't want to eat chlorinated chicken from the United States, although I've survived eating it for a number of years, decades. Maybe you want to have different standards of privacy. And maybe the internet will get fractured a bit that way. Thank you. Benoît Cœuré. Oui, bon. Bonjour à tous. Je pense que ma contribution ici, après Laurence et Caroline, est peut-être de rentrer un peu plus en détail dans ce que signifient tous ces nouveaux défis pour le domaine de la finance et pour la régulation mondiale de la finance et pour la régulation mondiale de la monnaie. Laurence a mentionné ces projets qui commencent à éclore de monnaie privée, de monnaie virtuelle. Certaines se disent stables, d'autres ne se disent pas stables. On ne sait pas si elles sont stables d'ailleurs. Et tous ces projets sont d'une certaine manière un wake-up call assez utile pour la communauté des régulateurs et des autorités publiques, parce que ça nous pousse à nous poser un certain nombre de questions et ça va peut-être nous conduire à faire mieux ce qu'on fait. Donc je voudrais vraiment voir le côté positif de cette discussion. Il ne s'agit pas ici d'interdire, il s'agira de réglementer, il ne s'agit pas forcément d'interdire, mais il s'agit surtout de se demander ce qu'on pourrait faire mieux. Et la première réflexion ici, c'est que tous ces projets sont vraiment une rupture dans ce qu'on appelle la fintech, c'est-à-dire la manière de l'application des nouvelles technologies à la finance. Jusqu'à présent, on avait des petits projets qui étaient intéressants, expérimentaux, et qu'on laissait se développer avec une certaine bienveillance en se disant bah, c'est intéressant, on va voir ce que ça donne. Et de toute façon, c'est trop petit pour être dangereux, en gros. Et donc, on les laisse se développer dans des bacs à sable, dans des sandboxes, des bacs à sable. En attendant de voir ce que ça donne. Et maintenant, alors je ne mentionne pas de nom de compagnie privée parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité, mais vous verrez sans doute, vous comprendrez sans doute ce que j'ai en tête. Et maintenant, on a un éléphant dans le bac à sable. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cet éléphant? Et on aura peut-être plusieurs éléphants dans le bac à sable. On verra. Et donc, ce que je voudrais dire rapidement ici, c'est que ces projets, avec tous les risques qu'ils comportent, d'une certaine manière, nous tendent un miroir qui est le miroir des déficiences du système de régulation financière internationale tel qu'il existe aujourd'hui. J'en ai identifié 4, il y en a sans doute d'autres.
la première déficience ou le premier échec, c'est l'échec du système bancaire traditionnel à mobiliser la technologie telle qu'elle existe aujourd'hui pour proposer des services qui soient bon marché et rapides à leurs clients. Et donc ça, c'est un appel aux banques à mieux utiliser ces technologies. Pour donner un exemple, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a développé une plateforme de paiement en temps direct, en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permet de faire des paiements retail, donc pour les particuliers, avec un coût de 0, si je me souviens bien, 0,2 centimes d'euros par transaction. C'est-à-dire que pour 1 euro, on peut faire 500 transactions avec ce service qui s'appelle TIPS. Aujourd'hui, les banques ne l'utilisent pas assez. C'est une plateforme qui existe, qui est publique, qui est en monnaie centrale, qui est parfaitement sûre, et les banques préfèrent en général leur système avec les opérateurs de carte bleue, qui c'est de la monnaie commerciale. Ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup moins sûr, mais c'est le confort de l'existant et de l'acquis. Donc ça, il faut que ça bouge. Le deuxième échec, c'est sans doute un échec collectif à appliquer un principe qui devrait être un principe de base de la régulation, qui est les mêmes activités doivent être régulées de la même manière. Et aujourd'hui, on ne le fait pas. On régule beaucoup mieux les banques. On a une partie de la finance qui a basculé du monde bancaire vers le monde non bancaire, et on ne régule pas la finance non bancaire comme on régule la finance bancaire. Donc on se gargarise tous d'un principe qui est même activité, même régulation. En fait, on ne le fait pas. Et ces nouveaux opérateurs, ces nouveaux projets vont nous forcer à le faire mieux. Le troisième échec, c'est l'échec de construire une architecture de la régulation mondiale qui s'applique à l'économie d'aujourd'hui, qui est l'économie des données. Or, le système de régulation est en silo. Donc on a les régulateurs financiers, les autorités de la concurrence, les régulateurs des données, donc la protection de la vie privée, etc., etc. Ces gens se parlent très peu, ils fonctionnent dans des univers différents, la sociologie est différente, ils ne viennent pas des mêmes milieux, et tout ça n'est pas intégré. Donc on a un risque majeur là, de fragmentation du système financier mondial qui viendra tout simplement du fait que des frontières vont se créer, des murs vont s'ériger qui seront les murs liés à la protection des données et qui vont s'imposer à l'ensemble des autres domaines de la régulation. Cette fragmentation nouvelle est en réalité assez peu pensée par les régulateurs internationaux. Et puis le quatrième échec, d'une certaine manière, qui est plus simple mais qui est plus profond, c'est peut-être un échec à rétablir la confiance dans la finance. On a eu une crise majeure en 2008, de 2007, 2008, 2009. On a re-régulé les banques, elles ont plus de capital, plus de liquidité, on a régulé un certain nombre d'autres activités. Il est clair que ça ne suffit pas et que les citoyens, les opinions publiques dans les pays émergents aussi bien que les pays développés n'ont toujours pas confiance dans la finance. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui doit interpeller la communauté des autorités publiques. Donc deux conclusions. Première conclusion, la réponse à tous ces défis ne peut être que mondiale. Alors il y a maintenant un groupe du G7 qui s'intéresse à ces projets de crypto-monnaie stable, entre guillemets, qui va rendre donc que je préside et qui va rendre un rapport à la réunion des ministres et des gouverneurs à Chantilly dans 10 jours. Un premier rapport, et puis sans doute un second rapport à l'automne. Le G20, le Conseil de stabilité financière vont s'y intéresser aussi. Et là, il faut aller très vite parce qu'on a laissé les GAFA, comme dit Caroline, les GAFA, c'est un mot qui n'existe qu'en français, parce que ça n'existe nulle part ailleurs. On a laissé les GAFA se développer dans un vide réglementaire pour toutes leurs activités commerciales. Il est hors de question de les laisser se développer dans un vide réglementaire pour des activités de services financiers, parce que c'est juste trop dangereux. Donc là, il faut qu'on aille plus vite que ce qu'on a été capable de faire jusqu'à présent. Et la deuxième conclusion, c'est que l'Europe doit montrer l'exemple. L'Europe peut s'appuyer sur le règlement général pour la protection des données, sur la directive sur les systèmes de paiement, sur la directive anti-blanchiment, qui sont des choses qui n'existent pas ou mal ou peu ailleurs. Et donc l'Europe doit montrer l'exemple et montrer comment on articule ces différentes briques, ces différents blocs pour faire quelque chose qui marche. Et je m'arrête là. Benoît Cœuré, merci beaucoup. Luis Pereira da Silva. Merci Nina. Je crois que Laurence et Caroline ont parfaitement raison. Laurence en décrivant l'historique des institutions internationales et puis Caroline en disant finalement qu'elles sont le reflet
simplement de la volonté du moment des souverains. Je dirais que c'est un peu le multilatéralisme et les institutions internationales, c'est un peu le supplément d'âme des États. C'est leur plus petit commun dénominateur d'accord entre eux, l'endroit où ils acceptent d'abandonner un petit peu de leur souveraineté pour faire le bien commun au niveau global. Et moi, je suis, en tant que membre d'un pays émergent, ancien membre d'un pays émergent, tout à fait favorable et optimiste par rapport, enfin, je voudrais être optimiste par rapport à leur avenir. Mais je pense qu'il faut se rendre à la réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe quand, justement, les États perdent un peu leur âme et perdent un petit peu la confiance dans leurs citoyens. Alors, je pense qu'il faut ressusciter un peu de cet esprit multilatéral. Et pourquoi? Je crois tout simplement, c'est l'évident, je crois qu'on peut partager beaucoup de choses ici. Les trois grands principaux problèmes qu'on a affrontés aujourd'hui sont lesquels? Je crois que un, c'est le changement climatique. Ensuite, le deuxième, c'est l'inégalité. Et le troisième, c'est un petit peu ce que Benoît a décrit pour la monnaie, c'est les effets de la digitalisation dans nos économies. Et ces trois grandes questions, évidemment, elles demandent une réponse multilatérale, à mon sens, et non pas des réponses nationales et souverainistes. Imaginez par exemple que sur le thème du changement climatique, on s'efforce de favoriser le protectionnisme, on s'efforce de ne pas ratifier des accords internationaux, on s'efforce d'abandonner les objectifs multilatéraux qui ont été acceptés. Je pense qu'on sait très bien que les externalités négatives qui sont produites par ces trois grandes questions, qui peuvent se dérouler qui peuvent se développer en termes de migration de masse, qui peuvent se dérouler en termes de crise sociale et politique de masse, elles auront forcément des effets qui seront des effets bien au-delà des frontières nationales. Et donc, forcément, je crois que la solution de ces trois grandes questions demande un renouveau de l'esprit multilatéral et l'utilisation des institutions internationales. Alors, je pense que ma proposition, c'est que même dans une situation où il y a une défaillance de cet esprit, il faut plus de multilatéralisme et pas moins. Je vais vous donner un exemple du changement climatique, qui est une des questions centrales. Benoît a parlé de la digitalisation. C'est évident qu'aujourd'hui, le vieux modèle de financement des institutions internationales, le modèle où l'électeur moyen acceptait de payer des taxes à un État souverain, et cet État souverain allouait une partie de ses ressources au financement des problèmes globaux, eh bien ce modèle-là, il rencontre des problèmes de légitimation politique certains. Mais je pense qu'il faut exactement utiliser les nouvelles technologies de communication qui sont en train d'apparaître, les nouveaux outils de prise de conscience, les réseaux sociaux, pour faire en sorte que peut-être le financement de ces institutions internationales et avec le financement de ces institutions, de nouveaux projets, de nouvelles technologies appliquées à la finance verte, des nouveaux moyens de communication et de prise de conscience en masse, pourront effectivement ressusciter l'ancien esprit de ces institutions travaillant pour des biens collectifs communs. Alors c'est évidemment pas facile, mais si effectivement on se trouve dans une situation où les États souverains ont du mal à utiliser leurs ressources propres, par exemple leurs taxes, pour financer des projets en économie verte, eh bien, il faut penser par exemple à une alternative qui est une alternative possible, particulièrement quand les taux d'intérêt sont bas, de pouvoir utiliser le bilan de ces institutions internationales pour financer exactement la transition énergétique vers une économie moins carbonée. Je pense qu'il est possible de penser, par exemple, en Europe, vous avez le plan Juncker,
à étendre ce genre d'initiative à des projets beaucoup plus ambitieux, à des projets d'infrastructure. Il y a le projet, par exemple, de la création d'une nouvelle banque de l'environnement. Donc, la façon dont on pensait traditionnellement le financement d'institutions internationales via des transferts budgétaires peut évoluer avec les nouvelles technologies vers des participations plus personnelles et peut évoluer en utilisant le bilan des institutions internationales comme la BEI, la Banque mondiale, la Nouvelle Banque pour l'environnement, à des projets beaucoup plus ambitieux, de financement beaucoup plus massif, d'instruments qui vont justement nous permettre de financer une transition vers une économie moins carbonée. Vous savez très bien qu'à ce moment-là, si on rentre dans ce cercle vertueux, dans un espèce de New Green Deal, je crois que Caroline, c'est quelque chose qui est évoqué aux États-Unis, on peut avoir un cercle vertueux. On peut à la fois un cercle où on peut faire du digital, mieux, on peut faire du transfert, de la transition énergétique et créer des emplois. Merci. Et finalement, Pascal Lamy, vous êtes l'architecte d'une grande partie de ce système. Merci, bonjour à toutes et à tous. 2 points, brièvement. Le premier, c'est que je crois que les institutions internationales sont évidemment essentielles, mais qu'elles sont, par construction, très imparfaites, et donc il ne faut pas trop leur demander. Et puis mon deuxième point, c'est que, compte tenu du fait qu'il y a quand même d'énormes problèmes globaux devant nous, il faut donc les compléter et, si nécessaire, les contourner pour mieux coopérer sur un certain nombre d'enjeux globaux. Alors le premier point est assez simple, il a d'ailleurs déjà été expliqué en partie par Caroline. Ces institutions internationales sont imparfaites par construction parce qu'elles ne sont que le produit d'un système westphalien qui repose sur la souveraineté de 200 États-nations sur cette planète. On peut trouver que c'est un peu daté parce que ça date de 1648, mais apparemment c'est un modèle assez résilient parce que c'est celui qui continue à dominer la vie internationale. Elle est faite de tous ces atomes qui décident ou non de se regrouper les uns avec les autres, et puis des fois de se dégrouper. C'est la souveraineté des États-nations et inévitablement, ça produit un système qui est très, très imparfait. Quand j'étais directeur général de l'OMC, j'avais dans mon bureau une caricature. C'est le logo britannique et américain, c'est member driven. Toutes ces institutions sont conduites par leurs membres. Ce sont des souverains qui les dirigent et sont member driven. Et j'avais une très jolie caricature qui m'avait été offerte quand j'avais été élu par un des anciens directeurs généraux de l'OMC, un Australien qui avait du talent pour dessiner, et qui représentait un superbe arbre, très joli. Et dans cet arbre, une voiture s'était crashée. Donc elle était rentrée dans l'arbre, il y avait des morceaux de voiture partout, complètement déglingués, complètement cassés, et la légende de la caricature, c'était « Member Driven Car ». Et quand on voit cette caricature, on a à peu près tout dit. Il y a inévitablement, par rapport aux vertus qu'on prête en général à la gouvernance, dans le système international, un déficit de légitimité, un déficit de leadership et un déficit d'efficacité, qui sont en gros les 3 fonctions qu'on prête aux vertus, 3 vertus qu'on prête à un système de gouvernance. Je ne rentre pas dans le détail, c'est assez évident. Et donc, il faut ne pas trop leur demander, parce qu'on n'aura pas une gouvernance internationale qui ressemble, du point de vue de la légitimité, de l'efficacité et de leadership, à de la gouvernance domestique. Et d'ailleurs, les Européens le savent bien, puisqu'ils sont en train d'essayer de créer un espèce de truc entre les deux, qui produit de la gouvernance dans des conditions de leadership, d'efficacité, de légitimité qui ressemblent à la gouvernance domestique, mais quand même, on voit bien que ce n'est pas si simple. Bon. Et donc, il faut les compléter et, dans un certain nombre de cas, les contourner, les compléter. On a déjà entendu un certain nombre d'idées
tout à l'heure. Il y a les clubs, le G20, le G7, il y a ce qu'il y a de plurilatéral, c'est-à-dire plusieurs de ces États-nations souverains se mettent d'accord pour essayer d'entraîner les autres. Il y a une innovation tout à fait considérable dans la gouvernance internationale qui est intervenue avec les 2 générations d'objectifs du millénaire et d'objectifs du développement durable, hein, qui sont une espèce de programmes communs qui aident à se donner une vision à laquelle toutes ces organisations et les États membres de cette organisation se mettent d'accord en disant on va faire ça ensemble à échéance de 2030. Et ça crée une espèce de fonction de redevabilité vis-à-vis des opinions qui fait au fond qu'on s'intéresse une fois tous les 2 ans à ce qui se passe à la tribune de l'ONU quand les chefs d'État et de gouvernement viennent raconter tout ce qu'ils ont fait. Bon. D'où on peut d'ailleurs assez bien déduire, si c'est bien fait, ce qu'ils n'ont pas fait, parce que finalement c'est ça qui compte. Donc toutes ces choses-là peuvent être des progrès, mais je pense aussi qu'il faut, et je le pense depuis longtemps, qu'il faut passer à autre chose, en partie, il faut passer du multilatéral au polylatéral. Alors, qu'est-ce que c'est que le polylatéral par rapport au multilatéral? Le multilatéral, c'est le monopole de la discussion et de l'action internationale entre les États-nations souverains, qui sont représentés par des diplomates, qui sont les go-between dans ce système un peu brownien, westphalien. Il faut passer à quelque chose qui est de l'ordre polylatéral, c'est-à-dire d'autres acteurs que les États-nations souverains, parce que dans la vie internationale d'aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui sont très importants et qui ne sont pas des souverains. Il y a des entités publiques, comme certaines villes, par exemple, la ville de Paris, la ville de New York, la ville de Johannesburg, la ville de Singapour, ont une assez grosse influence sur un certain nombre de réalités globales, à commencer par les questions climatiques, de biodiversité, ou de santé. Il y a évidemment des grandes entreprises multinationales, dont on sait que certaines sont beaucoup plus puissantes que les États. Il y a des ONG, qui pour beaucoup d'entre elles sont organisées maintenant comme des multinationales. Si vous comparez leurs organigrammes, vous verrez, il y a des parentés absolument frappantes sur la manière dont elles s'organisent pour peser, pour être efficaces. Et puis, il y a un nouvel acteur qui était là dans le temps, et puis a un peu disparu, mais qui réapparaît, qui sont les grandes institutions académiques. Columbia est en train de mettre 400 millions de dollars sur la table pour fabriquer un Global Center à Manhattanville, qui sera une fabrique de projets globaux, de solutions à des projets globaux. Et ça, et je termine sur ce point, c'est ce qu'on essaie de faire avec le Forum de Paris pour la paix, qui est cette initiative que Macron a lancée l'année dernière. Il fallait célébrer le 100e anniversaire de l'armistice, mais il fallait aussi se demander comment on peut faire pour l'avenir. Et cette idée du polylatéralisme, c'est-à-dire d'impliquer d'autres acteurs que les États-nations souverains, on ne va pas les remplacer, c'est la base de ce système qui est basé sur des solutions. Donc on propose au monde entier de proposer des solutions, on en sélectionne, on les aide. Et là, il y a une certaine forme de parenté avec les rencontres d'Aix, parce que d'abord, il ne s'agit pas seulement de discuter, de penser, de se mettre les idées au clair, mais d'essayer d'en tirer des solutions. Mais c'est ça que le Forum de Paris pour la paix essaie de faire. Et puis par ailleurs, c'est aussi basé sur l'idée que nous avons besoin de davantage d'accès et d'action au plan international et qu'il y a d'autres canaux que ceux des États-nations et des souverains, et que la société civile, vous, les uns et les autres, dans le monde d'aujourd'hui, vous avez éventuellement capacité, vous-même, d'intervenir sur ces débats. Et donc, il faut, je crois, continuer dans cette direction. Merci. Monsieur Lamy, Pascal Lamy, merci beaucoup de votre intervention. Personnellement, j'ai beaucoup de questions pour vous. Et j'aimerais bien savoir en plus, dans ces prochaines minutes, comment est-ce que... Ah, vous m'entendez? Voilà. Personnellement, j'ai beaucoup de questions pour vous, pour comprendre comment ce polylatéralisme pourra fonctionner, marcher. Mais prenons des questions de la part du public. Je vais prendre 3 questions tout d'abord, ensuite, et essayer de diriger vos questions vers les panélistes. Donc, madame, dans le deuxième rang, merci. Bonjour. Merci pour cet exposé. Je voudrais poser la question... On a un peu de mal à vous entendre aussi, madame. Merci. À quoi servent les institutions internationales si, quand M. Trump arrive au pouvoir, notamment dans le domaine du commerce, à chaque fois qu'un pays ne lui plaît pas, il commence à mettre des sanctions de partout, des sanctions économiques, et que
l'OMC ne dise rien, moi je n'ai rien entendu, et que les Européens anticipent même les volontés de M. Trump, et que Citroën se suicide en se retirant de l'Iran, Total est puni pour des problèmes de corruption parce qu'ils ont payé en dollars. Il y a toutes ces questions-là où l'OMC et les institutions économiques internationales ne disent rien. Voilà. Donc c'est disqualifié pour moi, ces organismes. Merci, madame. Et monsieur Lamy, j'imagine que vous avez anticipé cette question parmi le public. Prenons une autre question. Ici, monsieur. Et après, il y a une femme avec le bras levé derrière. Merci. Question sur le multilatéralisme et le polylatéralisme. Alors qu'il est déjà dur de faire vivre le multilatéralisme, est-il raisonnable de penser que le polylatéralisme marchera encore mieux? Parce que plus il y a de pièces dans le puzzle, plus c'est compliqué. Maintenant, avec les effets de pression citoyenne, peut-être que je me trompe. Et une question complémentaire, c'est l'elephant in the room, c'est la notion de pouvoir. C'est-à-dire que séduire, c'est bien, c'est comme ça qu'a marché le multilatéralisme, mais la force de Trump, c'est de comprendre qu'in fine, c'est le pouvoir, ce qu'on peut bloquer, ce qu'on peut détruire, ce qu'on peut construire. Et je pense que le problème de ces institutions, c'est un peu ce que dit Madame différemment, c'est de ne pas exercer leur pouvoir, de céder pour des raisons diplomatiques à la souveraineté de l'un, et de ne pas utiliser leur bazooka institutionnel. Merci beaucoup. Et madame derrière. Oui. Allô. Oui. Bonjour. Elatrad, étudiante à HEC Sciences Po Paris. Je voulais aussi revenir sur le sujet de la gouvernance que je trouve très intéressant. Vous pouvez parler plus fort? Oui, merci. Vous m'entendez? Oui. Je voulais aussi revenir sur le sujet de la gouvernance que je trouve très intéressant. Et pour reprendre un petit peu les termes de M. Pereira da Silva, les organisations internationales, c'est pas seulement un supplément d'âme. En fait, il y a une utilité clé dans les organisations internationales. C'est la réponse à une défaillance de marché, qui est la production des biens publics mondiaux. Et aujourd'hui, pour revenir sur ce sujet de la gouvernance, est-ce que vous pensez que le modèle de gouvernance est aligné avec cette mission de production des biens publics mondiaux? Et quelles pourraient être les modalités de participation citoyenne envisageables? Est-ce qu'on pourrait avoir une convention, par exemple, citoyenne sur la transition écologique au niveau international? Ou est-ce que c'est complètement utopique en l'état actuel des choses? Merci. Merci beaucoup. OK. Commençons avec la première question et la deuxième partie de la deuxième question. C'est clair que, monsieur Lamy, il y a beaucoup de gens qui ont... Vous m'entendez? Désolée. Et ça fait 20 ans que je travaille dans le monde de la télévision. Donc, avec les microphones, on aurait pensé que j'aurais pu m'en occuper. Monsieur Lamy, donc, à quoi servent ces institutions, en particulier l'OMC, face au challenge d'aujourd'hui de Donald Trump? Bon, vous doutez bien que je ne vais pas défendre M. Trump. Le micro, il faut qu'on l'allume pour que ça marche. Si je crie très fort et qu'il est fermé, ça ne change rien. Donc je ne vais pas défendre M. Trump, évidemment, ni sur le commerce, ni sur le reste. Il se trompe complètement, et sur le diagnostic, et sur les solutions. Il considère que le déficit commercial américain est un problème, ce qui est une imbécilité. Il considère que l'arme tarifaire est le bon moyen pour arriver à ses fins, ce qui est une imbécilité. J'ai dit la semaine dernière à la BBC que Trump et le commerce, c'est comme pêcher la truite avec une grenade. Alors, forcément, vous attrapez des truites, mais ce qui reste dans votre main, c'est pas beaucoup. Ensuite, la rivière est quand même assez endommagée. Et enfin, accessoirement, si vous y prenez mal, vous risquez de vous faire mal, ce qui est d'ailleurs en train d'arriver. Donc, on a un problème. On ne sait pas d'ailleurs, ça dépend des jours, ça dépend des tweets. Il y a des jours où il dit il faut réformer l'OMC, c'est en quoi il a parfaitement raison d'ailleurs, notamment parce que les règles de l'OMC ne disciplinent pas bien un certain nombre de pratiques chinoises. La raison d'ailleurs pour cet état de fait, c'est que ce sont les Américains qui se sont opposés à la dernière réforme de l'OMC en 2008. Mais comme Trump considère que tout ce que ses prédécesseurs ont fait, c'est nul, évidemment, il n'insiste pas beaucoup là-dessus. Donc, soit il faut réformer l'OMC, je crois que c'est le cas, et à ce moment-là, il faut que les Américains restent dans l'attente, et il faut que les Chinois se rapprochent du centre de l'attente, et ça, c'est ce que les Européens essaient de faire avec les Japonais, avec un certain nombre de pays comme le Canada, l'Australie.
On s'allie avec les Américains pour faire pression sur les Chinois, et on s'allie avec les Chinois pour faire pression sur les Américains. Ça, c'est le plan A. Il y a un plan B, il doit y avoir un plan B, pour répondre au jour, ce qui est généralement le lendemain matin, où Trump dit « je vais en sortir de ce truc qui ne marche pas, qui m'emmerde, c'est trop compliqué, j'y comprends rien, c'est mauvais pour les États-Unis ». Dans ce cas-là, il faut penser un système dans lequel on aura une organisation internationale du commerce, ce ne sera plus mondial, ce sera international, et puis on fera ça entre nous si les Américains ne veulent pas. Alors, je reconnais que politiquement c'est un peu compliqué, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont un peu peur, y compris en Europe. Mais par exemple, sur un point précis, je termine là-dessus, qui est le mécanisme de règlement des différends de l'OMC, qui est le joyau dans la couronne de la gouvernance internationale, puisque c'est le seul système mondial d'adjudication des différends qui est obligatoire, où des États-nations souverains se sont engagés à mettre en œuvre les décisions du juge, les Américains le bloquent. Il faut faire ce que les Européens proposent, c'est sur la table, il faut faire un système dans lequel tout le monde, sauf les Américains, dit nous, on reste liés par ce système et par ces règles, et les juges prendront les décisions, et on appliquera les décisions, puis si les Américains ne veulent pas en faire partie, ils n'en font pas partie. Alors, encore une fois, je reconnais que c'est allé un petit peu loin, mais aussi longtemps qu'on n'aura pas le plan B sur la table, Trump pourra continuer à faire joujou et à nous empêcher de mettre en place le plan A. Luis Pereira da Silva, il y a des risques avec cette stratégie. Il y a des risques avec cette stratégie. Et quel est le rôle des pays émergents? Pascal, moi je vais être un petit peu moins dur vis-à-vis disons, des excès que peut commettre tel ou tel dirigeant qui, comme disait Caroline, est ce qui fait la force du compromis international. Je pense qu'il faut accepter qu'il y ait des périodes cycliques où les problèmes qui sont posés font qu'il y a des manifestations qui sont des manifestations atypiques. Mais il faut préserver l'esprit multilatéral, parce que c'est ce socle minimal de coexistence entre États, entre sociétés sur la planète, qui fait que l'on peut progresser justement dans la résolution des 3-4 grands problèmes que l'on a tous devant soi, le digital, le changement climatique, les inégalités. Si on fait le pari que justement en commençant avec des nouvelles, et Pascal tu parles de polymultilatéralisme, c'est-à-dire à la fois la pression d'un certain nombre d'autres membres de ces coalitions et en même temps la pression puissante des réseaux sociaux, d'autres citoyens dans ces pays membres, je pense qu'on peut très bien avoir une transition vers une prise de conscience supplémentaire de la nécessité d'adresser ces problèmes globaux par des solutions multilatérales. Donc je pense que c'est à nous tous ici et aussi dans l'ensemble des sociétés de faire en sorte qu'à travers des moyens qui sont aujourd'hui nouveaux, ce n'est pas simplement les décisions, ce n'est pas simplement un vote dans un conseil d'administration d'une institution internationale, c'est aussi la pression d'un certain nombre d'autres groupes qui feront avancer les solutions vers des solutions qui iront vers le bien commun collectif à l'échelle globale. Et il y a des solutions concrètes. Par exemple, je vous parlais des institutions européennes, je vous parlais d'un certain nombre d'associations et d'ONG. Il faut travailler dans toutes ces directions. Merci. Caroline Atkinson, je vais vous poser cette question en anglais parce que c'est plus facile. What's the role that citizens can play here in trying to restore faith in the current system and some of these organizations? And then do you agree with Pascal Lamy's view of having a polylateralism rather than a multilateralism? Well, citizens in my country, in the United States, the main thing that's a very important thing that citizens need to do is vote. There is a tremendously low rate of participation in elections, which is very dispiriting. And, sorry, in my other country, the United Kingdom, where I grew up, there is also, people have been voting less and less. So participation in civil society, I think, begins with that. Now, this is a little different. And of course, there are other things that one can and should do. But I have to say, maybe this is different from Pascal, that I am a believer in government. And I don't believe that there are companies that are stronger than governments. Governments have
defense forces. Maybe this is partly because of being in the United States. One's aware of where does the power come from. A lot of the power comes from the strong economy of the United States, but it's underwritten by or alongside extraordinary military and security power and geographic state. And I think that sovereigns need to be influenced by citizens to work towards the good of everybody. And that is really where we need to put our pressure. One word on Trump. Clearly, I worked for President Obama. I'm clearly not a Trump supporter. I've worked in international institutions, multilateral all my life, so it's anathema to me. But I will say that some of the international organizations, including the G20, have actually managed to hold together. And it's maybe been 19 against 1, but it was very important recently in Japan. The French President Macron managed to get a number of countries that were not that keen on action on climate to hold together against the United States. And that is a tremendous negotiating. It's not formal, it's not legal power, but it is power of persuasion and power of governments working together. Caroline Atkinson, merci beaucoup. Donc, le temps est presque écoulé. Je vais passer la parole à Laurence Boone pour tirer quelques conclusions de ce débat. Merci. Alors, très rapidement, on avait 4 questions, comme prévu. Et c'est là où on voit que je suis une bonne économiste. Personne n'a répondu aux questions posées. Merci. Néanmoins, d'abord, sur le multilatéralisme, en fait, Caroline nous a rappelé qu'il existait déjà. C'est le G7, c'est le G20. Et ça a quand même une influence, si on en croit le nombre d'heures et de nuits nocturnes passées à négocier le mot précis qui fait qu'on pense qu'à cause de ça, la Chine va signer ou les États-Unis vont s'engager. Caroline et moi, et d'autres d'ailleurs, à cette table, ont passé beaucoup de nuits, notamment sur le climat pour la COP21. Donc ça fait quelque chose. Merci Pascal pour le polymultilatéralisme. Sur les données, je constate que tout le monde a dodgé la question et évité d'y répondre, sauf Benoît qui nous a rappelé que seulement la moitié de la finance est régulée et qu'il reste donc beaucoup de travail à faire et que par la même occasion, on a quand même réussi à réguler une bonne moitié aussi. Ça, c'est pour la note d'optimisme du groupe. Sur la géographie, Louise a refusé de me répondre sur les pays émergents. Je crois que le G7 et le G20 et le polymultilatéralisme, c'est une réponse. Et enfin, sur les échanges commerciaux, comme il n'y a plus de temps, ça m'évite de commenter. Merci beaucoup. Merci. Merci Laurence Boone, merci Louise Perez de Silva, Caroline Atkinson, Benoît Cœuré et Pascal Lamy. Et merci à vous, le public aussi. Continuez cette discussion peut-être en Twitter. Au revoir.